notre cours qui est en fait la continuation du cours d'introduction. Bien sûr, comme il y a quelque chose qui sont répétés dans les deux cours, mes excuses pour si quelqu'un va écouter les choses connues. Mais en tout cas, je peux toujours adopter le contenu du cours au niveau de l'audience et si vous voulez avancer plus vite, plus rapidement, dites-moi, pas de problème. Donc, notre cours grammaire comparée de langue indo-européenne est en fait la continuation du cours d'introduction. Et l'objectif du cours est donner la présentation systématique de la grammaire comparée, donc de la reconstruction de la langue proto-indo-européenne, des branches principales, des correspondances phonétiques, des lois phonétiques, etc. Mais pour commencer, il me faut dire quand même quelque chose sur l'histoire générale de la science et donc comment la linguistique indo-européenne est parue il y a à peu près 2 siècles. Donc, pour commencer, je donne ce texte magnifique qui marque le début des études indo-européennes, il y a un peu plus que 2 siècles, quand l'orientaliste et juriste anglais Sir William Jones, qui habitait à ce moment à l'Inde, la colonie anglaise, comme vous savez, s'adressant à la société asiatique, la société peut-être une des plus avancées, plus développée de ce temps, orientaliste et inscritiste, mais aussi linguistique en quelque sens, en général. Donc, en s'adressant à la société, aux membres de la société, il a dit, voici la traduction française, la langue s'inscrit. Donc, il a la mérite de William Jones et d'attirer l'attention de l'audience académique à la langue sanscrite, qui n'était pas encore bien connue à tout le monde, aux linguistes, aux philologues traditionnels. Donc voilà ce texte qui exprime en un format très condensé, mais très précis, surtout pour ce temps, la position du sanskrit et l'importance de cette langue. La langue sanscrite, quelle que soit son ancienneté, est d'une structure admirable, plus parfaite que le grec, plus abondante que le latin, plus exquise et raffinée que l'un et l'autre. Il manifeste cependant avec tous les deux, que ce soit dans les racines verbales ou dans les formes grammaticales, une parenté trop forte pour avoir été produite par accident. Cette parenté est si forte, en effet, qu'aucun philologue ne peut examiner les 3 langues sans croire qu'elles ont jailli d'une source commune, qui peut-être n'existe plus. Vous voyez, c'est une formulation très précise, même pour le temps de Jones, quand la science, la grammaire comparée indo-européenne était même pas dans l'enfance, mais il venait de naître à ce moment, pour ainsi dire. Pour être absolument précis, il faut bien sûr rajouter que William Jones n'était le premier savant qui a attiré l'attention à la parenté de toutes ces langues. Il y avait des grands savants encore plus anciens, comme par exemple le savant néerlandais Scaliger, qui a trouvé déjà plusieurs choses qui le amenaient
à peu près la même formulation, mais quand même, pourquoi cette formulation de Jones est si importante? Parce qu'il était euh, très bref, très courte, très précise, notée tout de suite par le monde académique, par le monde scientifique, et parce qu'il est marqué, l'apparition de cette opinion a marqué le début d'une vraie science nouvelle. Une grande continuation euh, des études indo-européennes. Plusieurs savants ont commencé à développer cette idée et voilà où nous sommes aujourd'hui après plus que 200 ans. Euh, donc, bien sûr, à l'époque de Jones, il n'était pas si clair quelle était cette langue hypothétique, la source commune. Plusieurs gens croyaient que, pendant assez longtemps, que c'était le sanskrit même, parce qu'il était si magnifique, si euh, euh, extraordinaire, euh, même en, à comparer avec le grec et le latin. Cette idée était peu à peu abandonnée, quittée, finalement, quelque part vers le milieu du 19e siècle. Mais quand même, le sanskrit était considéré toujours, surtout euh, pendant le premier siècle des études indo-européennes, comme la langue la plus proche à cette source commune hypothétique, même si pas identique. Bien sûr, maintenant on peut dire que c'était une idée un peu anachronistique de croire que le sanskrit était juste la même langue que euh, la source commune il y a plusieurs millénaires. Mais bien sûr, à l'époque de Jones, l'idée de chronologie de la division de langue indo-européenne n'était tout à fait développée. Euh, Pourquoi pas croire que juste le sanskrit était la source? Bon, en tout cas, voilà euh, le début à peu près officiel des études indo-européennes. Et pour continuer, il faut dire quelques mots sur l'idée des comparaisons de langues en général. Pourquoi on a décidé de comparer des langues et quels étaient les objectifs d'une telle activité. En fait, c'était bien sûr pas la première tentative d'effectuer une comparaison de langues. Il y avait plusieurs autres linguistes à cette époque, linguistes grands comme Humboldt et les autres, qui ont fait beaucoup pour euh, découvrir les similarités et les différences entre les langues. Et bien sûr, il faut dire quelques mots sur la comparaison typologique, pas seulement pour l'horizon général, pour étendre l'horizon général de l'audience. Et je suppose que les idées générales de la linguistique typologique sont à peu près connues. Est-ce que vous avez eu euh, une introduction bref à la typologie dans le cadre d'un quelconque cours de linguistique euh, général? Quelle est la typologie? Qu'est-ce que la linguistique typologique? Quels sont les paramètres principaux pour comparer des langues? Quelles sont les classifications des types? Un peu. Donc, mais en tout cas, je vais rappeler quelques idées
le plus important, aussi parce que plusieurs de ces faits sont relevants aussi pour notre discussion, parce que aujourd'hui, il n'y a pas d'une frontière si euh, 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 forte entre la typologie et la linguistique génétique. Les linguistes, les indo-européanistes donnent toujours l'attention aux faits typologiques. Et pour quelques objectifs, c'est très important de euh, 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 tenir l'œil sur ces faits. Donc, la vérification typologique est une méthode importante aujourd'hui aussi pour les études indo-européennes. Mais donc pour dire quelques mots sur la comparaison typologique, euh, comme un exemple, je donne la typologie morphologique qui est connue depuis assez longtemps, à peu près euh, de même époque qui appartient à le début des études indo-européennes. Donc, la typologie morphologique postule quelques types de langues au point de vue morphologique, au moins trois. Plus tard, on a ajouté quelques autres types, le quatrième au moins, et puis on a encore modifié cette classification plusieurs fois. Mais pour commencer, voilà la version peut-être la plus ancienne qui postule plusieurs types. Pour commencer, c'est pour le premier type, c'est langue isolante, donc une langue qui n'a pas de morphologie en général. C'est la division principale. Donc, langue sans morphologie, langue avec morphologie. Et donc, une telle langue offre dans son type pur, bien sûr, il y a aussi des types mixtes où il y a des éléments d'un type ou d'un autre. Euh, donc, offre dans son type pur une correspondance biunivoque entre mot et morphème. Un mot et en même temps un morphème et une signification. Voilà un exemple de la de la langue vietnamienne austroasiatique dans notre classification moderne, qui vous donne une bonne illustration d'une telle langue, une proposition. Donc, je ne veux pas essayer de prononcer le vietnamien parce que euh, quelqu'un sait combien de tonnes il y a en vietnamien. Non. Le vietnamien est encore plus avancé que le chinois qui n'a que 4 tons. Donc en vietnamien, il y en a 6. Donc il y a même des paires minimales où la seule différence est le type de tonne. Donc il y a, si je ne me trompe pas, ma qui peut être prononcé avec 6 tons différents. Et tout, euh, euh, tous les 6 variants ont une signification spécifique. Donc, ici, c'est une notation simplifiée, sans montrer tous les détails. Donc, le sens et la traduction, quand je suis arrivé dans la maison de mon ami, nous avons commencé à faire les leçons. Qui toi den gnam ban toi chung toi badao lam bai. À peu près comme ça. Pardonnez-moi l'absence de temps. En fait, même ici, il y a plusieurs simplifications parce que, comme vous voyez, la plupart des mots sont monosyllabiques, il n'y a une seule syllabe. Et en général, c'est un trait typique pour la langue isolante.